Nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission, toujours avec mes deux invités, Yao Eklonoukounou et Kosigan Akwete. On va maintenant continuer et prendre la direction du Népal. Ce n'est pas très souvent que l'on parle de ce pays, mais vous savez que l'actualité là-bas est très dense. Le Premier ministre népalais Khadga Prasad Oli, 73 ans, a démissionné le 9 septembre dernier à la suite d'importantes manifestations ces derniers jours qui avaient fait au moins 19 morts et plus de 400 blessés. Mardi après-midi, les manifestants réunis en dehors de tout parti sous la bannière de révolution de la génération Z, la Gen Z, ont pris d'assaut le Parlement de Katmandou et attaqué les résidences des principaux politiciens de ce pays himalayen situé entre l'Inde et la Chine. La veille, il faut le dire, alors que des dizaines de milliers de personnes étaient réunies dans les rues de la capitale, la police avait ouvert le feu sur les jeunes manifestants qui entouraient le Parlement. Les hôpitaux ont été débordés par l'afflux de victimes, dont une cinquantaine seraient dans un état critique. Alors, on dit tout cela, mais quelle est exactement la cause de la situation? Le mouvement de colère s'est formé en ligne il y a quelques semaines sous le hashtag NepoBaby ou NepoKid pour stigmatiser le népotisme et les privilèges dont bénéficient les enfants et les proches des responsables politiques qui étaient sur les réseaux sociaux, qui étalent leur vie luxueuse sur les réseaux sociaux et dénoncer la corruption et les inégalités des richesses au Népal. Le gouvernement a pris la décision donc d'interdire ou de bloquer 26 plateformes, dont Facebook, YouTube, X et LinkedIn. Voilà la poudre qui a fait déclencher le feu. Kosigan Akwete, on va parler ici d'une révolution de réseaux sociaux. Oui, révolution de réseaux sociaux, mais les dirigeants népalais doivent s'en prendre à eux-mêmes. Parce que, vous savez, quoi qu'on dise, tout gouvernant est le serviteur de ce peuple. Tout gouvernant d'un peuple est le serviteur de ce même peuple. Parce que c'est le peuple qui vous a remis les rênes de sa gestion. Maintenant, si vous-même, vous voulez être privilégié plus que le grand homme, il y aura problème. Ça, c'est clair. C'est pourquoi, à chaque fois, moi, je demande aux dirigeants africains de tenir compte de l'intérêt général, que l'intérêt général de leur peuple soit au-dessus de leurs propres intérêts. C'est vrai que qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, mais il ne faudrait pas que le plat servi de cet hôtel-là, de celui qui travaille à l'hôtel-là, soit plus conséquent que le plat réservé à l'hôtel. Donc, puisque c'est les ressources de tout le monde, vous gérez les ressources de tout le monde. Alors, si aujourd'hui, les Népalais, les jeunes Népalais, les hommes et les femmes ont constaté qu'ils n'ont pas alors les structures, tout ce qu'ils doivent avoir comme centre de santé, les écoles, tout ce qui peut aménager le panier du ménagère, ils n'ont pas alors les structures de base sociaux, les structures de base sociale, je pense quand même qu'il va y avoir des problèmes. Maintenant, pourquoi exhiber? C'est-à-dire que les autres n'ont pas la possibilité d'avoir ce que vous avez. Pourquoi vous allez venir alors utiliser les réseaux sociaux pour alors exhiber le plus que vous avez qu'eux? C'est leurs enfants qui faisaient ça. Même si c'est leurs enfants, ils avaient la capacité ou la possibilité d'interdire ces actes à leurs enfants. Vous savez qu'il y avait des gens qui ne trouvaient pas à manger. Vous savez que des gens qui ont fait les études, ils ont tous les diplômes, mais ils n'ont pas trouvé à faire. Et que c'est les ressources qui appartiennent à tout ce monde-là, vous avez facilement, par le privilège d'être enfant de ces gouvernants-là. Alors abstenez-vous de montrer sur les réseaux sociaux alors votre aisance opulente. Ça fait mal. Ça fait mal. Et donc moi je pense quand même qu'ils ne devraient pas bloquer les réseaux sociaux. Ils ne devraient pas bloquer. Ils devraient plutôt s'en prendre à leurs enfants, à leur progéniture, pour parfois même faire semblant de les sanctionner pour que le peuple se calme, que de verrouiller les réseaux sociaux, parce que vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est des aubaines pour les jeunes pour faire des activités de revenus. Ouais? Donc, les gens vendent avec les réseaux sociaux, des gens font de la publicité avec les réseaux sociaux, les gens font des activités génératrices de revenus avec les réseaux sociaux. Mais pourquoi les couper? Vous les coupez, c'est comme, vous les punissez encore de plus. Hein?
C'est ça. En tout cas, pour moi, vous les punissez encore de plus. Vous coupez les réseaux sociaux, ils ne peuvent plus faire les activités. Or, vous en avez déjà de trop. Jusqu'à les exhiber. Alors, ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Yaonokounou, vous comprenez que de simples coupures, c'est vrai que je dis simple, c'est pas pour minimiser, mais des coupures de réseaux sociaux aient pu entraîner le renversement de tout un gouvernement. Ça veut dire, au-delà de ces réseaux sociaux, il y avait véritablement une colère qui couvait. Ben, écoutez, bon, je crois que vous avez bien fait encore de préciser. En réalité, ce ne sont pas les publications et des familles, des officiels, de leurs conditions de vie luxueuses et et ce ne sont pas ces publications-là qui ont été à la base de la révolution. Mais c'est cette décision-là de restreindre les réseaux sociaux. C'est cette décision qui est à la base. Bon, contrairement, vous vous souvenez, au Mali, par contre, ce sont ces publications-là des progénies, des enfants de l'ancien président Ibeka, qui a suscité de l'indignation au sein des populations, non seulement au sein des populations, mais des acteurs politiques qui également en ont fait le chou gras, ont profité pour rentrer dedans et pousser les populations à des manifestations jusqu'à ce que monsieur l'ancien président Ibeka ne tombe. Donc, je crois plutôt que les dirigeants, ils ont manqué de subtilité. Ils ont manqué d'imagination. Bon, parfois aussi, vous savez, il y en a qui se disant, parce que nous sommes dirigeants et donc du coup, nous avons acquis à notre cause l'armée, les forces de sécurité, donc nous pouvons prendre n'importe quelle décision comme cela nous prend et quand ça nous prend et donc du coup, et voilà les conséquences. Bon, maintenant aussi, il faut aussi préciser que, quoi qu'on dise, le Népal, même si on évoque des problèmes des conditions sociales, d'infrastructures, etc., le Népal est quand même en avance sur beaucoup de pays africains. Le Népal est en avance sur beaucoup de pays africains, même des pays africains même qui ont des richesses naturelles plus que le Népal, mais le Népal a un niveau quand même plus élevé que beaucoup de pays africains. Donc, je crois que ça a été juste des erreurs de calcul de la part du gouvernement et ma foi cette démission également témoigne de ce que c'est un gouvernement consciencieux, c'est un gouvernement quand même quoi qu'il en soit et qui est responsable, qui est conscient être au service d'un peuple, un peuple qui a manifesté son mécontentement. Bon, je crois qu'il y a eu des victimes, mais il n'y a pas eu tellement de morts que ça, mais quand même 19 officiellement. Oui, mais quand même ce gouvernement en toute humilité a reconnu son manquement et a démissionné. Ça déjà c'est quelque chose et moi j'apprécie ça beaucoup donc voilà, que cela serve de leçon. C'est ce que je peux dire. Consigan Akwete, les images qu'on a vues lorsque le Premier ministre a annoncé sa démission, après beaucoup de ministres ont été pris à partie par les manifestants. C'était des images très violentes, des ministres traînés, jetés à l'eau, battus. La femme même de l'ancien Premier ministre a perdu la vue parce que sa maison a été incendiée. On peut comprendre ce niveau de violence? Oui, vous savez, avoir les mêmes diplômes que le fils d'un bien placé, excusez-moi le terme, ou un proche de ministre, et que vous êtes à la maison, vous ne faites rien. Vous ne trouvez pas d'opportunité de travail. Alors que lui, son fils n'a même pas votre niveau d'études. Et que c'est lui qui vit dans des conditions d'aisance, d'opulence, et qui vous nargue dans le quartier. Tout ça crée des rancœurs. Tout ça crée des rancœurs vis-à-vis de son parent, de lui-même. Alors, c'est pourquoi les gens appellent ces gens de personnes des privilégiés de la République. Alors, quand d'autres croupissent dans la disette, quand d'autres ne trouvent même pas à manger, ces mêmes personnes
ont la capacité d'aller prendre leur petit déjeuner ailleurs, dans des villes luxueuses, avec les moyens de l'État. Ça fait que les gens ont des rancœurs, les gens ont de la méchanceté, c'est-à-dire sont en courroux contre ces personnes-là. Ce qui fait que quand il y a un petit déclic, ils deviennent incontrôlables. Voilà, ils deviennent incontrôlables et ils règlent des comptes. Parfois même, c'est haut placé par leurs actes qu'ils posent vis-à-vis des citoyens sont parfois méchants. Ils posent des actes méchants et qui fait que quand il y a des problèmes où il y a insécurité, que les gens peuvent alors surgir chez eux, on les traite très mal. On les traite très mal. C'est pourquoi moi je demande toujours qu'on peut être gouvernant et être ouvert envers sa population et les traiter comme des rois. C'est-à-dire quand vous êtes bien avec votre population, quelle que soit la crise qui va venir, on ne peut pas s'en prendre à vous. Jamais. Mais si vous-même, vous avez mis une barrière entre vous et votre population, et vous les malmenez, vous ne leur accordez pas un traitement humain, vous ne les ménagez pas. Quand il y a un problème, ils vont s'en prendre à vous et vous mettre dans des conditions atroces. Dans l'exemple du Népal, voilà. Donc il va falloir que le gouvernement change de méthode, surtout de ce pays du Népal. Là, il faudrait qu'ils changent de méthode, il faudrait qu'ils sachent tous qu'ils sont au service de leur peuple et qu'eux-mêmes et leurs enfants doivent respecter leur population et qu'ils les traitent comme des humains et non comme des animaux. C'est vrai qu'on le dit, la police, c'est elle qui, il faut mettre en cause, après avoir ouvert le feu sur les manifestants, ce qui a fait dégénérer les manifestations. On a vu beaucoup de bâtiments incendiés, des écoles incendiées, des hôpitaux incendiés. Une colère qui va à ce niveau-là. À qui la faute? Mais écoutez, vous savez, moi, particulièrement, personnellement, je suis un acteur de non-violence. Et la violence, je la condamne d'où qu'elle vienne. Et je crois que les dirigeants doivent s'assurer de ce que nous sommes tous des humains. Alors donc, ils doivent s'assurer des actes, des mécanismes qu'il faut pour que cet état d'esprit ne gagne pas, n'emporte pas des citoyens qui soient obligés d'aller jusque-là. Qui soient obligés d'aller jusque-là. La violence, elle doit être condamnée. Mais si des dirigeants, au regard de la quête de leurs propres intérêts, leur propre confort, négligent les citoyens, etc., et les poussent, parce que comptant sur l'armée, comptant sur les forces de sécurité, comptant sur la force, et négligeant tellement d'aspects, tellement de choses, et à en arriver là, la faute, d'une part, elle est aux dirigeants, mais également aux citoyens aussi qui s'adonnent à ces genres d'actes de violence, parce que la violence, elle n'est pas du tout une solution. Mais si c'est en cela qu'on doit arriver, avant que les dirigeants ne prennent conscience, parce qu'il a fallu ça pour que le gouvernement démissionne, et je suis sûr qu'ils reverront copie. Ils reverront copie dorénavant. Alors donc il faut attendre d'en arriver là, avant. Vous voyez, et il ne faut pas aussi que des actes des dirigeants créent des accointances entre les forces de sécurité et les populations. Parce que si les forces de sécurité, que ce soit l'armée ou les forces de sécurité, la police, tirent sur les citoyens, c'est pour l'intérêt des dirigeants. C'est pour l'intérêt et ce n'est pas normal. Parce que ce soit les forces de sécurité, que ce soit les citoyens, ils sont tous fils d'un même pays, ils sont tous citoyens. Alors donc, comment se fait-il que, et quand on parle de l'armée, quand on parle des forces de sécurité, ils sont au service du peuple de la nation. Et qui parle du peuple, parle de la nation, c'est les dirigeants et les populations, tous. Donc, comment pouvez-vous être en même temps au service de la nation, au service du peuple, et aussi vous ériger en faveur de tel contre l'autre, et faire usage de la force contre les citoyens qui expriment leur indignation, qui expriment leur insatisfaction. Or, ces indignations, ces insatisfactions sont causées, créées par les dirigeants. Donc, la question de responsabilité
revient. Donc, les forces de sécurité également doivent dorénavant et pouvoir cultiver, incarner cette question de responsabilité. C'est pourquoi on parle d'armée républicaine, ainsi que les dirigeants. Alors la question de responsabilité ne doit pas toujours échapper. C'est pourquoi on parle d'armée républicaine, les forces de sécurité citoyennes républicaines, pour qu'elles sachent quelle est réellement leur mission. Voilà, c'est vrai que l'armée est aux commandes du pouvoir des dirigeants, mais vous êtes aux commandes des dirigeants, mais pas n'importe quels ordres. Pas n'importe quels ordres. C'est pourquoi dans les pays où les armées sont républicaines, dans les pays où les forces de sécurité sont dans leur rôle, comme ça se doit, mais il y a des ordres, quand on leur donne ces ordres, ils ne s'équipent pas. Ils ne s'équipent parce que ces ordres sont contraires. Alors parce que tous les citoyens, le pays a besoin de eux, tout le monde contribue. C'est les citoyens lambda, c'est le fruit du travail des citoyens lambda que les dirigeants gèrent. Si les populations ne travaillaient pas, il n'y aura pas de génération de revenus, etc. Parce que les dirigeants, ils sont là juste pour gérer. Alors donc, les gens qui travaillent, si des conditions ne leur sont pas garanties, etc., à un moment, ils expriment leur indignation, leur frustration. Et vous devez compter sur les forces de sécurité pour les réprimer. Vous voulez compter sur la force pour les piétiner. Là, c'est grave. C'est grave, d'accord. Oui, c'est pas possible. En même temps, au-delà de tout ce que nous disons, ça pose aussi la question des restrictions des libertés, notamment la liberté d'expression. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui s'amusent à restreindre les réseaux sociaux. Suivez mon regard. Dans certains pays, il faut maintenant passer par VPN pour avoir accès à certaines plateformes. Ces genres d'incidents sont des signaux pour dire attention. Oui, vous savez, il vaut mieux libérer la parole que de forcer les gens à se méfier de se prononcer. Parce que plus les gens ont en eux cette rage de revendiquer et ne trouvent pas les moyens les canaux par lesquels extérioriser leur souffrance, leur peine, ou dire à la face du monde les injustices qu'ils ont subies de part et d'autre, et que voilà, il y a des contraintes, où il y a la peur d'être interpellé, jeté en prison et tout, quand la liberté d'expression n'est pas permise et que voilà, il y a la répression qui est trop forte de la part de l'État, je pense quand même que l'implosion devient incontrôlable. Parce que quoi qu'on dise, les populations sont plus nombreuses que les forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité sont issues de la population et les populations sont nombreuses, plus que ces forces-là. Et donc, étant les fils d'un même pays, moi je pense quand même que les dirigeants doivent libérer la parole. Parce que vous savez, dans nos sociétés humaines, quand quelqu'un a mal et qu'il parle, il est soulagé. Ensuite, les dirigeants doivent être à l'écoute des populations. Ils doivent leur permettre d'extérioriser ce qu'ils sentent de mauvais, les situations mauvaises qu'ils vivent, les injustices alors qu'ils ont subi. Et prendre note pour que voilà, il y ait des commissions, il y a des miliciens, il y a des structures qui puissent enquêter pour voir là où ça n'a pas marché, pour corriger. Et quand c'est comme ça, les populations applaudissent. Mais quand on voit que voilà, il n'y a pas possibilité de réclamer, il n'y a pas possibilité alors de crier au secours, hein, et que voilà, il y a cette contrainte de se taire, tout ça là, je pense quand même que c'est des signes qui alors annoncent des situations comme ce que nous venons de vivre au Népal. Ce n'est pas bon, il faut libérer la parole et qu'il y ait des structures. La fois dernière, moi j'ai apprécié Diomaye Faye Sonko qui ont incité les députés sénégalais à voter une loi qui protège les lanceurs d'alerte. Voilà, puisque les structures de l'État, la justice, les forces de défense et de sécurité sont là pour voler au secours des populations. Voilà. Mais quand vous empêchez la personne de parler parce que tel ne gouverne pas bien, parce que tel ne gère pas bien les choses de l'État ou ne fait pas ce que voilà, il doit faire, et que vous protégez le plus fort au détriment du grand nombre, cela amène sûrement à la haine, cela amène sûrement à l'implosion, parce que vous gérez l'intérêt de tous.
et que vous privilégiez, vous dites que personne ne doit vous critiquer, personne ne doit dire que voilà, ici, ça n'est pas bien fait. Alors, vous voulez que les gens fassent quoi? Le jour, ils vont trouver l'occasion alors d'extérioriser le mal qu'ils ont subi durant des années, ils deviennent incontrôlables. C'est possible, parce que là, vous disiez tout à l'heure que le Népal, comparé à beaucoup de pays africains, est en avance, mais je vous donne ici quelques chiffres et vous allez voir que ce n'est pas très rose. Le taux de chômage est estimé à 20,8% pour les jeunes de 15 à 24 ans, ce qui oblige beaucoup de Népalais à quitter le pays pour aller travailler en Inde et dans les pays du Moyen-Orient. Et tenez-vous bien, le transfert de fonds de l'étranger vers le Népal représente jusqu'à 1/3 du produit intérieur brut. Ça veut dire que c'est un pays qui n'est pas bien gouverné. Bon, vous savez, c'est un pays essentiellement touristique. C'est un pays essentiellement touristique. Et moi, bon, en parlant tout à l'heure, je ne touchais pas du doigt les conditions de la population, les niveaux d'épanouissement des mains. Je parle du pays, le niveau de construction du pays en question. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, même aux États-Unis, rien n'est jamais acquis. Un pays est toujours en perpétuelle construction. Voilà, partout. Donc, c'est du travail, mais il faut que ce travail soit méthodique. Il faut que ce travail se fasse dans l'intérêt du pays, des populations. Alors donc, parce que c'est de l'incohérence quand au même moment, on est dirigeant. Au lieu de se préoccuper de la construction du pays, des conditions de vie des populations, de l'épanouissement des populations, mais non, on préfère plutôt faire usage. On préfère plutôt ses intérêts personnels. On préfère plutôt détourner les biens publics pour leur propre confort personnel, etc. Mais les populations ne vous ont pas fait dirigeants pour être des détourneurs de deniers publics. C'est cela, et ça c'est la grande maladie également que nous souffrons en Afrique, que nous souffrons en Afrique. C'est pourquoi généralement vous voyez en Afrique les gouvernements ne rendent pas compte, les ministères ne rendent pas compte, etc. Et quand il y a des réalités qui sautent aux yeux, qui se révèlent, c'est par la force qu'on aborde cela. Je m'en souviens. Et chez moi ici, dans mon Togo, en 2014, c'était ensemble à Koumapé. On est allé faire le lancement des travaux de la voie Lomé-Vaughan. Mais je crois 2 ou 3 ans après, quand un journaliste a fait une dénonciation de ce que cette voie, la voie en faisant le lancement, il était prévu que cette voie finisse en 2 ans. Mais lorsque au bout de 3 ans plus tard, la voie était toujours à la traîne, et quand les journalistes ont fait des investigations pour découvrir que les fonds étaient détournés, quand les journalistes, c'est la DPJ que le journaliste s'est retrouvé. Voilà. Donc, on a poursuivi plutôt celui-là le citoyen qui est allé, a fouillé, a trouvé que non, mais les fonds destinés pour tel ouvrage ne sont pas bien gérés, et c'est pourquoi l'ouvrage ne termine pas. Plutôt on s'en a pris à l'autre, mais on ne s'est pas pris à ceux-là à qui le fonds était confié pour gérer, etc. Alors donc, avec ça, où est-ce que nous pouvons, et comment est-ce que nous pouvons évoluer, où est-ce que nous pouvons aller? Alors donc, c'est en cela, moi j'ai toujours dit également, sur votre plateau ici, que nous devons faire l'effort en Afrique d'avoir des institutions qui ne répondent pas que de non. Il faut que ce soit des institutions dignes, parce que ces institutions sont dirigées par des hommes. Alors, il faut que ce soit des hommes de probité, des hommes d'intégrité, des hommes patriotes, des hommes qui sont conscients, qui sont soucieux de l'évolution de leur pays, qui ont l'amour du résultat, qui occupent des postes, et non pas des hommes qui sont là rien que, qui cherchent à occuper des postes rien que pour leur confort, rien que pour leur intérêt personnel, etc. Avec ça, on ne peut pas évoluer. C'est bien noté. On va passer maintenant au dernier sujet. Nous parlons du Togo. On va évoquer la rentrée. La rentrée scolaire au Togo, ce sera le lundi 15 septembre 2025. Un peu plus de 3 millions d'élèves reprendront le chemin des classes. Mais une rentrée dans quel climat? C'est la question qu'on
qu'on va poser, qu'on va analyser, Kosigan Akwete. Et moi, j'ai bien fait, parce que je suis content, parce que vous êtes tous deux mouvements, présidents de mouvements de société, de société civile. À 3 ou 4 jours, enfin, à 2 jours du début de la rentrée des classes, comment vous décrivez la condition sociale dans laquelle les parents préparent cette rentrée? Je crois que la morosité économique n'est pas l'apanage du Togo seul. Le monde entier vit dans des conditions un peu difficiles ces derniers temps. Il en est de même pour la situation des parents du Togo. Mais connaissant le Togolais très attaché à la connaissance, je pense quand même que beaucoup de parents ont fait l'effort, comme toujours, de trouver alors les moyens nécessaires pour acheter les fournitures scolaires à leurs enfants. Et que le lundi, plaise à Dieu, tout se passera bien, la rentrée aura lieu, puisque les pouvoirs publics ont pris toutes les dispositions. Il y a eu un recrutement de plus de 4300 et quelques enseignants pour étoffer le nombre d'enseignants au primaire et au secondaire, pour permettre à ce qu'il y ait moins d'effectifs dans les salles de classe et que voilà, tout se passe dans les bonnes conditions. Je pense qu'il y a déjà une semaine, les enseignants sont en rentrée pédagogique pour alors être arrimés sur les techniques d'apprentissage pour être huilés avant de commencer les salles de classe pour que voilà, ils ne traînent pas à la rentrée, que les cours démarrent en même temps. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Je pense que l'État est en train de faire des efforts pour rendre le rendu des professeurs et des enseignants des rendus de qualité pour que voilà, le niveau soit acceptable ou soit bien, soit très bien, et que nous ayons des produits finis, sortis des écoles et de nos collèges, des élèves de qualité pour devenir des étudiants de qualité et compétents pour avoir des main-d'œuvre qualifiées dans l'avenir. Je pense que l'État s'investit. La semaine dernière, il y a eu des distributions de kits scolaires aux filles, de pratiquement, c'est prévu pour toutes les régions, pour encourager la scolarisation des jeunes filles, c'est aussi très bon. Ces trucs-là aussi sont très critiqués par les gens parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on a voulu faire de la discrimination positive pour que les filles aillent à l'école, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore un sujet d'actualité? Même si ce n'est pas un sujet d'actualité, il faut le faire, et ça a été fait. Non, le faire, oui, mais pour les deux sexes. Parce que les garçons aussi souffrent des mêmes conditions que les filles. Non, vous savez, l'État a préféré les filles parce que, vous savez, c'est elles qui tombent grosses à cause du manque de soutien. C'est elles qui tombent grosses, mais les garçons sont toujours là. Les garçons qui abandonnent l'école aussi pour aller en apprentissage très tôt ou bien pour aller faire aller à l'apprentissage, ils ont encore leur corps qui n'est pas détruit. Or, quand une fille tombe grosse, vous savez, il faut avoir plus de chances pour réussir. Hein. Mais pour le garçon, même s'il met au monde un enfant, ça ne détruit pas grand-chose sur son corps. Or, la fille, si elle donne naissance, elle n'est plus fille, elle devient mère. Et maintenant, ça devient un peu plus difficile. Donc moi, j'ai dit, l'État a fait un pas. On prie que, voilà, il puisse continuer dans le même sens. Moi, je vais même plaider très humblement pour que, voilà, on trouve aussi des filets sociaux pour les filles qui ne sont pas dans des conditions optimales, des filles qui sont dans le besoin, pour les accompagner, ne serait-ce que pour le petit déjeuner du matin, qu'on leur offre peut-être 15 000 par mois pour leur permettre de manger à l'école, puisque ça aussi occasionne parfois les prises de grossesse. Voilà, donc moi j'ai dit, l'État, on ne peut que l'encourager, il a pris beaucoup de dispositions, tant au niveau primaire, secondaire et au niveau supérieur, les dispositions sont prises pour que voilà, l'année académique se passe dans de bonnes conditions. Je n'ai pas connaissance que les enseignants sont en grève ou ne veulent pas rentrer. Ça fait longtemps voilà, donc moi je pense quand même que beaucoup de sacrifices sont faits par le gouvernement. On ne peut que l'encourager et prier que tout se passe dans de très bonnes conditions et que nos enfants aussi apprennent à l'école. Parce que c'est des sacrifices. Un peu sur cet aspect, il y a beaucoup de mêmes questions. En tant que président d'organisation de société civile, est-ce que vous avez des échos? Vous savez, d'abord, il faut reconnaître que
Le ministre Kokoroko, depuis qu'il occupe la tête du ministère de l'enseignement primaire secondaire, M. Kokoroko, c'est quelqu'un qui a de l'imagination, c'est quelqu'un qui a de suite dans la tête. Et je me permets même de dire que c'est un Africain, il a la peau noire, mais qui est blanc dans la tête. Et donc, du coup, qu'il occupe ce ministère-là, il y a des mutations, il y a des changements, il y a une touche qu'il implémente et qui fait que il faut c'est un soubassement. Il est en train d'implémenter un soubassement. Alors donc vivement que qu'il ait plus d'inspiration, qu'il fasse encore plus. Et moi, je crois que cette option de dire qu'on motive les filles en leur donnant des fournitures scolaires, moi je pense plutôt que non, que c'est une propagande politique, c'est une manœuvre politique, ça a un intérêt politique, etc. Parce que le devoir, quand l'État est dans son devoir, dans sa responsabilité, c'est comme par exemple, il y avait des écoles qu'on a annoncées comme quoi on a offert des tôles pour des salles de classe, on a fait des pointes et donc on a annoncé un certain montant, alors que quand vous évaluez les matériels qui ont été affectés et vous évaluez et vous comparez au montant qu'on a annoncé, c'est de l'écart, ce n'est pas réel. Alors donc, et en plus de ça, est-ce que aller construire des écoles, mettre des tôles, etc., est-ce une faveur? Non, c'est une obligation. Alors donc, ça a besoin de propagande. Donc du coup, ça veut dire que les choses ne se font pas en réalité, en vérité, dans l'intérêt des populations, non, mais c'est dans des calculs politiques, des intérêts politiques. Alors donc du coup, pour moi, ce que je vais suggérer au ministre Kokoroko plutôt est que il faut que dans sa stratégie, il faut que dans ses actes, dans ses manœuvres, qu'il essaie d'associer des psychologues, des psychologues qui doivent, je crois, soit encadrer ces enseignants de manière à ce que les enseignants qui sont au contact des élèves, qui aient un travail psychologique qui se fasse aussi à l'endroit des apprenants, de manière à les outiller, de manière à les mettre dans un état d'esprit qui leur permette d'incarner ce sens de responsabilité là vis-à-vis des études. Mais, quoi qu'il en soit, on peut aussi déployer ces stratégies d'encadrer psychologiquement, mais si l'État ne s'assure pas de l'épanouissement des populations, si l'État ne s'assure pas des conditions de vie, vous pouvez mais quand les gens n'ont pas le minimum, quand les gens n'ont pas l'essentiel pour leur suivi, ce serait zéro, parce que on peut dire à tel qu'on l'encadre, mais quand la personne a faim, quand la personne n'a pas de moyens, il y en a des élèves même qui, même durant toute l'année scolaire, n'ont pas les moyens d'avoir des ouvrages, d'acheter des livres pour étudier, etc. Bon, donc du coup, et aussi, si vous me permettez, même ces livres-là, est-ce que l'État ne devait pas subventionner les livres de mathématiques, les livres de physique, les livres de lecture, etc. Est-ce que l'État ne devait pas subventionner de manière à ce que les prix sur le marché, ces prix soient régulés, soient revus à un certain niveau, etc. Bon, donc, il y a de l'essentiel. Il y a de l'essentiel plutôt qu'il faut faire que de faire cette diversion-là, de dire qu'on offre des fournitures scolaires, etc. Avant cette polémique autour des fameux cahiers, que les gens ont baptisé cahiers Kokoroko, du nom du ministre, qu'il fallait acheter parce que ça comportait... ça pouvait créer le patriotisme, d'après ce qu'on nous a dit. Quand on regarde sur ces cahiers avec les 3 couplets des hymnes, il y avait les chansons qu'on récitait, la devise, l'explication du drapeau et le prix.
était hors de portée pour beaucoup de parents qui avaient dénoncé cela, comment l'État veut que nos enfants aient des cahiers à l'effigie des emblèmes du pays sans pouvoir être capable de les subventionner, les rendre accessibles à tous. Vous savez, je ne pense pas que c'est Edith Togo qui a produit les cahiers. Si c'était Edith Togo qui a produit les cahiers, l'État pourrait avoir des marges de réduction de prix. Mais si c'est l'opérateur économique privé, je pense quand même que les marges de réduction seront réduites parce qu'entre-temps, il va payer l'impôt. Il faut subventionner. Oui, il faut payer l'impôt. Maintenant, subventionner, c'est vrai. Mais vous savez, peut-être qu'il y a des exigences plus importantes qui alors empêchent l'État de subventionner aussi les fournitures scolaires. Prions que dans les années à venir, l'État ait beaucoup de ressources pour alors subventionner alors tout article scolaire pour alléger la tâche aux élèves, aux étudiants et aux professeurs. Ils n'ont qu'à arrêter la vie luxueuse et se focaliser pour l'intérêt du pays. Et puis je crois que le tout sera joué. Hein. Mais il faut dire que je prie pour que voilà, on puisse donner un peu de temps au ministre Kokoroko de dévoiler tout son plan pour l'éducation, tant au niveau du primaire que du secondaire, parce qu'il apporte beaucoup d'innovation. Aujourd'hui, souffrez que les enseignants du primaire sont appelés à connaître l'utilisation des appareils de l'ordinateur. Les fiches de préparation et tout que nos parents faisaient à la main, aujourd'hui c'est sur ordinateur. C'est déjà une bonne chose. Et puis je pense qu'on a introduit l'anglais. L'apprentissage de l'anglais. Tout ça aussi, on a l'impression que l'État, enfin, celui qui représente l'État dans ce secteur, prend des décisions dans un bureau sans trop mesurer l'applicabilité sur le terrain. C'est quand vous venez, par exemple, classe de 3e, où on demande qu'on ait 2 enseignants littérature et en sciences, des choses comme ça, classe de 3e, ou je ne sais plus quelle classe, CM2, voilà, CM1, CM2, la faisabilité sur le terrain. Non, si on a assez d'enseignants pour le... Ne parlons pas que du public. Hein. Vous savez que le public, quand oui, vous prenez le taux d'absorption, le privé, c'est peut-être 50-50. C'est pour la première fois, oui. C'est la première année d'expérience. Oui, mais on a l'impression que l'État prend les mesures pour ses fonctionnaires en oubliant que presque, ou peut-être même plus de la moitié des élèves sont dans les privés. Je ne refuse pas. Si on fait la première expérience, ça ne marche pas. On peut aviser. Il faut toujours essayer avant de critiquer. Essayons, si ça ne marche pas, on va voir les couacs qu'on aura dénichés et on saura comment alors le corriger. Parce que n'oubliez pas qu'avec le ministre Kokoroko, quand il y a séminaire ou quand il y a formation dédiée aux enseignants du public, il associe toujours les enseignants du privé. Ça, c'est déjà un pas. Alors, ce qui va se faire aujourd'hui, je pense quand même que dès la rentrée, il y aura des formations dédiées à ces gens voilà, à ce fait-là, pour que voilà, les enseignants du privé et du public puissent être ensemble et alors recevoir des formations qui puissent les aider à dispenser les cours selon le nouveau programme dédié au CM1 et au CM2 dans toutes les écoles primaires, que ce soit dans le public que dans le privé, puisque les formations se font maintenant ensemble. Voilà, les privés sont pris en compte par les formations. Peut-être que c'est nous qui, sur ce plateau, n'avons pas l'information. Ce qui est sûr, dès la rentrée, il y a des formations sur l'utilisation des livres et tout. Il y aura aussi des formations sur... Non, moi je ne regarde même pas uniquement le côté formation, parce que c'est facile pour l'État de recruter les gens. Dans le privé, il y a d'autres paramètres dont il faut tenir compte pour pouvoir appliquer ces choses-là. Oui, vous savez, parfois même, je sais que parfois même, pour les enseignants catholiques, il arrive parfois que l'État paye leur salaire. C'est déjà des pas. Maintenant, si les écoles privées... Ça, c'est le confessionnel. Maintenant, si les gens du privé s'organisent et demandent l'aide de l'État, ils pourront l'avoir. Tout est question de plaidoyer, tout est question de la démarche. C'est à l'État de s'intéresser, parce que l'éducation est du domaine régalien de l'État. Vous savez, si l'État... C'est parce que l'État ne peut pas tout couvrir qu'il y a les privés qui
qui finalement aident l'État à remplir ses Je responsabilités. ne refuse pas, mais il faudrait que ces privés-là aussi collaborent avec l'État et demandent. Il faut demander. Jusque-là, si les confessionnels n'ont pas demandé, ils n'ont pas refusé de collaborer, mais c'est l'État qui prend les décisions. Vous savez, tel que moi je l'ai dit, effectivement, le ministre Kokoroko, il est noir de peau, mais blanc dans la tête. Et mes attentes sont telles que, comme vous le dites, que ce ne soit pas que des décisions. Et il faut que cette décision ait d'impact. Il faut que cette décision soit sur une certaine, tienne compte des dimensions. Et il ne revient pas au privé de courir demander ceci, cela à l'État. Non. D'abord, même ces privés aussi, ils paient des impôts, ils paient des redevances, etc. Alors donc, lorsque le ministre Kokoroko prend une décision, il faut que cette décision-là tienne compte de tous les paramètres pour l'application de cette décision dans l'intérêt de tous. Alors donc, il faut qu'il s'assure que toutes les conditions, toutes les mesures, y soient. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prendre une décision et puis, du coup, et puis l'applicabilité sur le terrain, que cela soit boiteux, etc. Non. Donc, je dis, comme je l'ai dit, le ministre Kokoroko, j'ai confiance à son inspiration, à son niveau élevé. Donc, il prendra les dispositions qu'il faut en ce sens-là pour que cette décision-là soit vraiment une innovation qui donne son résultat à la satisfaction des apprenants, mais également de toutes les formations impliquées dans la transmission du savoir aux enfants, aux élèves, tant du secteur public que privé. Alors donc, nous attendons de voir, et sincèrement, moi j'ai confiance qu'il pourra avoir la capacité d'implémenter, d'impacter, et voilà. Donc, je me dis que il a vraiment mûri cela. Bon, ce n'est pas seulement, j'ose croire qu'il n'est pas dans du copier-coller, parce que ayant remarqué que cela se fait à tel endroit et donc du coup planqué. Alors, donc il faut aussi, même si ça se faisait ailleurs où il va copier, il faut qu'il voit la genèse de ce qui se copie là-bas et dans quelles conditions, et maintenant faire une comparaison avec nos réalités ici et s'assurer de quelles sont les mesures, quelles sont les dispositions à prendre pour que cela y donne, que ça donne du résultat. Et donc, maintenant, vous évoquiez cet aspect tantôt en parlant des enseignants. Ça fait un moment qu'on ne les entend plus du tout. Est-ce qu'on peut juste estimer que l'enseignant togolais est maintenant très heureux, ou bien c'est la peur qui les maintient dans le calme? Je ne pense pas que ce soit la peur, parce qu'il faut le dire que sous le magistère du président, de l'ex-président Faure, qui est devenu aujourd'hui le président du Conseil, sous son magistère, les conditions salariales, les conditions salariales des enseignants sont beaucoup améliorées. Et les enseignants le savent. Ce n'est pas moi qui le dis, parce que je suis fils d'enseignant. Et j'ai ma soeur aussi qui est aujourd'hui enseignante et elle est institutrice. Je pense quand même que les conditions salariales des enseignants ont connu un bond qualitatif et quantitatif sous le magistère du président du Conseil. Ça, tous les enseignants lui doivent cette reconnaissance-là. Mais tant qu'il reste à faire, c'est comme rien n'est fait. Et donc, vous savez, la personne humaine est insatiable. Et donc, et même... l'État n'attend pas, l'État n'attend pas. L'État continue pas à discuter avec les syndicats des enseignants à tous les niveaux pour toujours améliorer leurs conditions de vie et de travail. Voilà, donc je pense quand même que au fil du temps, la vie devient un peu plus chère et l'État va toujours lutter pour continuer à aménager leurs conditions de vie et de travail. Ça, c'est très bon. Maintenant, de l'autre côté, l'État travaille à alors sortir les EV. Les enseignants volontaires qui ont fait, d'autres ont fait 10 ans, d'autres ont fait 15 ans. L'État a absorbé le grand nombre et continue pas à penser à eux pour payer leurs sacrifices qu'ils ont consentis, voilà, en faveur de nos élèves, de nos enfants dans les fermes, villages et même dans les grandes villes du Togo. Ça, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, il y a des recrutements réguliers des enseignants et il y a même des écoles de formation d'enseignants créées
dans les différentes préfectures où on lance des concours, on les recrute, on les forme avant de les déverser sur le terrain. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives que l'État prend pour alors alléger d'abord leurs conditions de travail et aussi diminuer un peu le nombre d'élèves à enseigner par classe. Vous savez qu'entre-temps, les classes ont des effectifs pléthoriques. C'est toujours pareil. Même si c'est pareil, l'État travaille à ce que ça ne soit plus la même chose. Puisque, vous savez, il y a aujourd'hui la construction des salles de classe que l'État a commencé. C'est vrai que ça va à un rythme lent, mais tout doucement, si cet élan continue, un jour, on aura peut-être des effectifs moins dans nos salles de classe des écoles publiques. C'est des choses à encourager. Oui, on peut gager que le 15 septembre, on aura une bonne rentrée. Écoutez, M. Samuel, notre souhait, c'est que le 15 septembre, que la rentrée se fasse dans le calme. Mais ce n'est pas la rentrée qui importe, mais c'est la qualité de transmission. La qualité, donc tel que vous l'avez dit, qu'on n'entend plus parler de grève. Est-ce que c'est parce que les enseignants sont épanouis, les enseignants sont aux anges? Bon, moi, je ne dirais pas ça. Mais je me demande plutôt, parce qu'entre-temps, nous avons eu écho de certains événements, des enseignants qui sont incarcérés, etc. Bon, est-ce que c'est cela qui fait que c'est la peur qui fait que les enseignants ne lèvent plus la voix? Je ne sais pas. Mais ce qui importe est que c'est la qualité de la transmission, la qualité des élèves qui en ressortent, c'est ça qui est important. Et je crois que cela relève de la responsabilité de l'État de s'assurer les conditions qu'il faut pour que d'abord les enseignants eux-mêmes incarnent une certaine qualité et que les enseignants aient l'amour pour leur mission, leur travail, et que ce travail se fasse dans des conditions appropriées, dans des conditions qu'il faut, parce que malheureusement, il y a toujours des écoles où, vous voyez, il n'y a même pas de clôture. Il y a des écoles où il y a les bancs, c'est sur des troncs d'arbres. Il y a toujours des écoles, même encore, figurez-vous. Nous disons que nous avons tenu des élections municipales, etc. Nous avons fait la décentralisation, mais en plein centre-ville. Allez à Nyekonakwe, je dois dire. Allez voir l'école primaire publique de Nyekonakwe, n'a plus de clôture, c'est délabré. Et allez voir le CG Nyekonakwe, et c'est plein on dirait une brousse, mais au même moment, nous disons que nous avons des élus, etc. Et ces élus qui ne se soucient que de leur propre confort, on préfère débloquer des sommes pour aller s'acquérir des domaines et construire des bureaux de luxe, mais au même moment, les populations, la relève, les élèves qui doivent être dans des conditions appropriées pour que le savoir soit acquis, etc. Non, au contraire, sont dans des conditions délabrées, etc. Alors donc, c'est en cela, toujours, je me pose la question de savoir où allons-nous au juste. Il y a toujours des efforts à faire. Où allons-nous au juste? Merci Yao Eklonoukounou d'être passé répondre à nos questions. Merci à vous. Consigan Côté, merci à vous aussi d'être passé. Merci à Sam, merci à Niveau TV, merci aux téléspectateurs. Et je passerai pour les 5 ans d'intronisation. Vous êtes invités. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir suivi Le Monde en 7 de ce jour. Je vous retrouve le samedi prochain.